commence en 1980, juste après le raz-de-marée provoqué par les aventuriers de l'Arche perdue. Steven Spielberg pense en avoir terminé, jusqu'au moment où George Lucas lui glisse tranquillement « Si tu fais le premier, tu fais la trilogie ». En effet, il prétend avoir déjà 3 histoires prêtes, sauf que ce n'est absolument pas le cas. Lorsqu'il se retrouve pour imaginer la suite, Spielberg découvre que Lucas n'a rien du tout, aucune intrigue, aucune ébauche, même pas un antagoniste. Il faut repartir de zéro. Les deux complices s'enferment alors, crayon en main, pour remplir des pages et tenter de dépasser le succès colossal du premier film. Très vite, une idée s'impose. Ce nouvel opus doit être plus sombre, plus brutal, presque oppressant. Lucas pousse particulièrement dans ce sens. Il veut que ce deuxième chapitre soit à la saga ce que l'Empire contre-attaque a été pour Star Wars. Un virage noir et intense, capable de secouer vraiment le public. Il faut dire que les deux hommes traversent une période personnelle compliquée. Chacun sort d'une rupture, le moral est en berne, et cette humeur sombre imprègne naturellement leurs idées. Ils l'admettront plus tard. Si le film est aussi cruel et extrême, c'est en partie à cause de ce qu'ils vivaient à ce moment-là. À partir de là, les idées partent dans toutes les directions. Lucas imagine d'abord une poursuite à moto sur la Grande Muraille de Chine, idée abandonnée après le refus catégorique des autorités chinoises. Autre tentative, une vallée perdue remplie de dinosaures façon monde perdu. Trop cher, trop risqué, c'est rejeté. Puis vient une histoire autour du roi singe, refusée aussi. Ensuite, un château hanté en Écosse séduit Spielberg, jusqu'à ce qu'il réalise que cela ressemble beaucoup trop à Poltergeist, qui vient à peine de superviser. Il préfère éviter la répétition. Finalement, il se tourne vers un décor encore plus dépaysant, l'Inde, territoire chargé de mystères, rempli de légendes inquiétantes. Lucas imagine alors un récit autour d'un culte terrifiant, mêlant magie noire, sacrifice humain et esclaves d'enfants. L'idée va si loin que Lawrence Kasdan, scénariste du premier film, refuse catégoriquement de revenir, trouvant l'ensemble trop sordide. Pour continuer malgré son absence, Lucas fait appel à Will Hardwick et Gloria Katz, scénaristes qu'il connaît bien et qui possèdent en plus une véritable connaissance culturelle de l'Inde. Ensemble, ils passent plusieurs jours au ranch à tout restructurer. 2 décisions deviennent la base du récit. Indy doit récupérer un objet volé à un petit village et l'aventure doit débuter en Chine avant de bifurquer vers l'Inde. Et pour avancer, il commence à piocher dans de nombreuses idées abandonnées lors du premier film. La bagarre dans un club asiatique devait initialement ouvrir les aventuriers, l'évasion en avion aussi. Même la chute en radeau gonflable, considérée comme beaucoup trop invraisemblable, trouve enfin sa place ici, ce qui est plutôt ironique quand on voit ensuite ce que le Temple maudit fait endurer à ses personnages. Ça s'est bien passé finalement. Et bien sûr, il y a la poursuite en wagonnet, imaginée dès l'époque du premier opus, mais jamais intégrée faute de place. Cette fois, impossible de le laisser dans un tiroir, elle est réintroduite presque telle quelle. Peu à peu, le puzzle prend forme. L'histoire démarre sur un prologue explosif en Chine, suivi d'une fuite aussi délirante que réjouissante, d'un crash improbable et d'un atterrissage forcé dans un village au bord de l'effondrement. On y apprend qu'une pierre sacrée, symbole de prospérité, a été dérobée par un culte terrifiant. Et de nouveau au palais règne la puissance des ombres de la nuit. Ils ont volé Shivalinga. Ils ont volé quoi? C'est une pierre sacrée qu'ils vénèrent parce qu'elle protège leur village. Le chemin conduit à un palais inquiétant, puis vers un temple enfoui où des enfants sont réduits en esclavage. Le ton devient brutal, presque malsain, mais c'est exactement ce que Lucas cherche. Plonger dans un univers plus dur qui flirte sans cesse avec l'horreur. Réveille-toi, Dr. Jones, réveille-toi! Dans cette ambiance lourde, une question cruciale se pose, qui accompagnera l'aventurier dans ce périple? Lucas propose un temps une jeune princesse vierge qui voyagerait avec lui, mais l'idée est rapidement balayée tant elle paraît maladroite et totalement éloignée de l'esprit du film. Pour alléger le récit et offrir un compagnon attachant, il imagine alors un gamin débrouillard, légèrement filou et très courageux. 2001. 2001, en avant tout. Accroche-toi à tes bretelles! C'est un enfant qui est au volant! Vif, drôle, il pousse le héros dans des dynamiques qui changent totalement d'une romance ou d'un duo adulte. Son nom, comme Indiana, vient d'un chien, celui des scénaristes cette fois-ci.
Mais reste la question de l'héroïne. Spielberg rêve de ramener Marion, qu'il adore, autant pour l'énergie du personnage que pour la complicité évidente avec Karen Allen. Il a même le sentiment d'abandonner une figure essentielle. Mais George tient à son principe, une nouvelle femme à chaque film, comme dans les serials d'aventure des années 30. Il faut donc créer un autre personnage, une chanteuse glamour, capricieuse, drôle malgré elle, paniquée au moindre bruit, mais toujours attachante. Ce sera Willie Scott, et fidèle à la tradition du nom de chien, elle portera celui du cocker de Spielberg. Des dizaines d'actrices défilent pour le rôle, parmi lesquelles une toute jeune Sharon Stone, encore inconnue, puis Spielberg rencontre Kate Capshaw. Elle, qui se destine plutôt au cinéma indépendant et au drame intimiste, ne s'imagine pas vraiment dans un blockbuster d'aventure. Mais elle comprend très vite qu'un tel rôle peut changer une carrière. Elle prépare donc son audition avec une implication totale, jusqu'à apporter ses propres accessoires, et Spielberg est immédiatement convaincu. Il montre l'essai à Harrison Ford en lui disant « Je veux te montrer une seule actrice ». Ford regarde la cassette quelques secondes avant de conclure « C'est elle ». Le trio est enfin complet. Indy, Willie et 2001. Le projet peut avancer. Mais évidemment, un nouveau problème surgit aussitôt. Comment tourner une histoire entièrement située en Inde lorsque l'Inde refuse catégoriquement que l'équipe filme sur place ? Lorsque les autorités découvrent le scénario, c'est la catastrophe. La magie noire, les sacrifices humains, le culte sanguinaire, tout leur paraît offensant. Elles exigent un contrôle strict, veulent réécrire certains passages, imposer leur propre vocabulaire et interdisent même l'utilisation de certains mots. Pour couronner le tout, elles réclament un droit de regard sur le montage final, ce qui revient à un contrôle complet du film. Inacceptable. Spielberg et Lucas comprennent qu'ils doivent renoncer à tourner en Inde. Ils transforment donc le pays en un royaume fictif, ajustent le scénario et déplacent toute la production au Sri Lanka. Autour de Kandy, l'équipe découvre des paysages magnifiques. Vallons isolés, cascades imposantes, jungle dense, un décor naturel parfait pour l'ambiance plus sombre qu'ils recherchent. Cerise sur le gâteau, c'est dans cette région que David Lean a tourné le pont de la rivière Kwai, œuvre que Spielberg admire depuis toujours. On y construit entièrement le village, façade, place centrale, habitation et surtout le palais, qui n'existe en réalité qu'en partie. L'intérieur sera entièrement recréé dans les studios, tandis que les sections manquantes seront ajoutées en matte painting. Le tournage est si ingénieux que personne ne devinera que la majorité du décor est en studio. À peine installée, l'équipe découvre toutefois une nouvelle série de complications, cette fois animales. Kate Capshaw, notamment, a une peur viscérale des serpents, mais ne l'avoue pas immédiatement. Lorsqu'elle lit que son personnage doit tourner une scène dans l'eau, avec un serpent nageant derrière elle, elle fait une crise d'angoisse. Elle en parle à Frank Marshall, qui lui propose de faire connaissance avec les reptiles avant le tournage, histoire de l'apprivoiser un peu. La rencontre avec les serpents est un désastre. L'actrice s'approche, pose la main sur l'un d'eux et s'effondre en larmes, livide, incapable de respirer. Le metteur en scène assiste à la scène et tranche immédiatement, la séquence est supprimée. Plus de serpents dans l'eau, on passe à autre chose. Pour remercier l'équipe d'avoir écarté cette torture, la comédienne accepte en revanche de jouer avec les insectes. C'est pas des gâteaux, ça. Des dizaines de milliers de bestioles sont importées spécialement pour le film, entreposées dans une sorte d'hôtel à insectes, où chaque recoin semble vivant. Pour la scène de la chambre piégée, on déverse carrément des seaux d'insectes sur l'actrice. Elle prend un léger calmant, se met en place, et Spielberg qui murmure simplement « Ça va tomber d'en haut, on y va ?» Et la pluie commence. Des milliers de bestioles déferlent, rampent, piquent, se faufilent partout. Elle hurle, tremble, mais reste dans son rôle. Et cette performance arrachée au milieu d'un enfer grouillant deviendra l'une des scènes les plus célèbres du film. Le contraste est total avec Harrison Ford, qui, de son côté, doit affronter des éléphants. Pour traverser la jungle, il doit se percher à cru sur l'animal, juste derrière le cou, une position instable et terriblement douloureuse qui tire violemment sur le bassin. Il ne le sait pas encore, mais cette posture marque le début de sa future hernie discale. Et pendant que chacun gère serpents, insectes et douleurs inattendues, un autre incident improbable survient, la robe rouge de Willie. Ce costume, conçu à New York par Barbara Matera, est une pièce unique, entièrement décorée de vraies perles et de sequins des années 20 et 30. Un trésor fragile et irremplaçable. Pourtant, un soir, en pleine prise, un éléphant s'avance tranquillement vers la branche où la robe est suspendue et commence à la grignoter, posément comme s'il mangeait une friandise. Quand l'équipe s'en rend compte, le dos est déjà dévoré. La costumière est immédiatement envoyée à Londres, logée avec les derniers pots de perles d'époque pour tenter une réparation urgente.
Sur la feuille d'assurance, la mention officielle est digne d'un gag. Raison du dommage, robe mangée par un éléphant. Après tout ça, le tournage s'attaque à un autre défi, les cascades. Et c'est là que tout dérape pour Harrison Ford. Lors d'une scène où l'aventurier est attaqué dans sa chambre au palais, l'acteur doit effectuer une simple roulade arrière pour se débarrasser de son assaillant. Un geste banal en apparence, mais au moment où il se projette au sol, quelque chose se déchire dans son dos. Je suis fou de pas y aller. Le cri qu'il lâche fige toute l'équipe. Il tente de se relever, d'essayer une nouvelle prise, mais la douleur est si violente qu'il ne peut rien faire. Très vite, le metteur en scène réalise qu'il ne s'agit pas d'un simple accident de tournage. Harrison ne peut plus s'asseoir, impossible de se pencher, et même s'allonger devient compliqué sans assistance. On installe un lit d'hôpital derrière le plateau pour lui permettre de se reposer entre les prises. Mais la situation devient ingérable. Lucas prend alors une décision radicale, tout arrêter et rapatrier Harrison aux États-Unis. L'acteur est transporté en avion jusqu'à Los Angeles où il subit un traitement encore expérimental à l'époque, une injection d'enzymes de papaye destinée à dissoudre la hernie. L'opération se déroule bien, mais il doit rester éloigné du tournage pendant plusieurs semaines. Pendant son absence, Spielberg n'a pas d'autre solution que de continuer avec des doublures. C'est alors que Vic Armstrong prend le relais. C'est tout simplement l'un des meilleurs cascadeurs du monde. Sosie naturel d'Harrison Ford, il reproduit ses gestes, sa démarche et ses expressions corporelles avec une précision spectaculaire. Sa femme, Wendy Lish, double Kate Capshaw sur les scènes les plus risquées. Un couple de doublures redoutablement efficace. Pendant plus d'un mois, les grandes scènes d'action, dont l'affrontement sur le convoyeur, sont tournées sans Ford. Spielberg improvise, ajuste, s'adapte en permanence. Puis, dès le retour de l'acteur le 8 août, il réintègre les plans serrés nécessaires pour finaliser les séquences. Le travail est si minutieux qu'à l'écran, impossible de deviner qu'une grande partie du film repose sur des doublures pendant la convalescence de l'acteur. Et ce n'est rien comparé à ce qui vient ensuite. Le pont suspendu, l'une des scènes les plus folles et ambitieuses de toute la saga. Pour filmer cette séquence culte, il faut un véritable pont de corde au-dessus d'un ravin réel. Par un hasard incroyable, près de Candy, la société britannique Balfour Beatty construit alors un immense barrage. Avec elle travaillent des ingénieurs spécialisés dans les structures complexes, exactement les personnes capables de bâtir la passerelle dont Spielberg rêve. Ils acceptent de participer au projet et, en quelques semaines, un pont gigantesque prend forme, suspendu à une 50aine de mètres dans le vide, à la fois solide, impressionnant et terrifiant. Mais le réalisateur, lui, ne peut même pas s'en approcher. Son vertige est tel qu'il avance de quelques mètres, se fige, puis recule aussitôt. Harrison Ford, en revanche, s'élance dessus sans réfléchir et traverse le pont en courant dès la première tentative, comme s'il marchait sur un simple trottoir. Une fois la structure terminée, reste à filmer la scène la plus dangereuse, celle où Indy coupe les cordes. Aucun filet, aucun test, aucune seconde chance. Spielberg souhaite capturer l'instant sous tous les angles. 8 caméras sont installées. Une de chaque côté du ravin, 2 en longue focale, une au Steadicam, une directement sur le pont, sans Spielberg à proximité évidemment, et plusieurs autres disposées sur les parois rocheuses. L'équipe entière retient son souffle. On lance le compte à rebours, 3, 2, 1... Action! C'est un instant suspendu, littéralement, qui deviendra l'un des moments les plus iconiques du film. Après ce morceau de bravoure, l'équipe retourne en Angleterre où 8 plateaux sont mobilisés. Les décors gigantesques sont éclairés de manière à masquer complètement qu'ils sont en intérieur. Douglas Locombe, directeur de la photographie, crée une ambiance infernale en jouant sur les contre-jours, les filtres rouges et les ombres massives. C'est d'ailleurs sur ce décor titanesque qu'il tombe malade et doit s'arrêter quelques jours. Et au milieu de ce tournage infernal, l'équipe a vécu l'un des moments les plus improbables et hilarants de toute la saga. Un jour, Harrison Ford tourne la scène où Indiana Jones est attaché à un rocher pour être fouetté. L'ambiance est lourde, rouge, suffocante, jusqu'au moment où une silhouette débarque sur le plateau. Barbra Streisand déguisée en dominatrice, fouet à la main. Elle se met à frapper Ford en lui hurlant « Ça c'est pour Guerre et Passion, le pire film que j'ai jamais vu. Et ça c'est pour tout le fric que t'as gagné avec Star Wars. » Harrison Ford est sous le choc, tout le monde éclate de rire, et ce n'est que le début. Juste derrière elle, Carrie Fisher arrive à son tour, elle aussi habillée en maîtresse SM, saute sur l'acteur et l'embrasse en plein sur la bouche comme si c'était la scène la plus naturelle du monde.
Et pour couronner le tout, voilà qu'Irving Kershner, réalisateur de l'Empire contre-attaque, surgit dans la foulée et lance à Spielberg « Steven, c'est comme ça que tu diriges un film ? Jamais je ne laisserai un truc pareil se produire sur un de mes tournages !» Un chaos total, improvisé, absurde et tellement drôle que Spielberg le décrira plus tard comme l'une des plus grandes blagues de toute sa carrière. Après les cascades, les blessures, les insectes, les phobies et le pont suspendu, l'équipe doit encore affronter un nouveau monstre, la mine. Le chef décorateur Elliot Scott construit donc un circuit miniature, mais à taille réelle. Un rail gigantesque qui fait le tour complet du plateau, une véritable montagne russe en intérieur, avec ses virages serrés, ses descentes vertigineuses et ses remontées millimétrées. Le principe est simple, la caméra suit le wagonnet sur ce parcours. Pour donner l'impression que la poursuite traverse une mine interminable, Spielberg ne change pas le décor, mais l'éclairage. Chaque portion du rail reçoit une lumière différente. Rouge intense, bleu glacial, noir total, contraste violent, ce qui donne au spectateur l'illusion d'un tunnel immense alors que toute l'équipe tourne littéralement en rond dans le même hangar. Mais même avec ce dispositif ingénieux, certaines actions restent impossibles à tourner en vrai. Industrial Light and Magic prend alors le relais. Dennis Muren, Joe Johnston et leurs équipes construisent des décors miniatures, des wagonnets réduits parfois longs de plusieurs mètres, qu'ils filment avec des caméras spéciales avant de combiner ces images aux prises réelles. Pour les virages trop dangereux ou les chutes impossibles à réaliser avec des acteurs, ils utilisent des mannequins articulés, des marionnettes et même quelques plans en animation image par image. Discret mais très efficace. Pour finaliser l'illusion, Ben Burtt, maître du son chez Lucasfilm, se rend à Disneyland pour enregistrer les bruits des wagonnets du parc. Le résultat final est une poursuite qui évoque un véritable manège grandeur nature, réalisé avec une inventivité incroyable et une précision d'orfèvre. Une fois ces séquences majeures achevées, le tournage entre enfin dans sa dernière ligne droite. Kate Capshaw passe ses journées à hurler, parfois sans prévenir, parfois parce qu'un insecte tombe au mauvais endroit, parfois à cause de la chaleur écrasante des spots. Des araignées qui courent sur ses bras, des milliers de bestioles coincées dans son costume, tout le monde finit épuisé, sauf le réalisateur, Hilar, qui adore capturer des réactions aussi spontanées. Les dernières scènes sont enfin tournées et, malgré les innombrables obstacles, le tournage principal s'achève dans les délais. Un véritable miracle quand on pense à tout ce que l'équipe a traversé. Mais ce qui attend le film à sa sortie sera encore plus explosif. From Steven Spielberg and George Lucas, Indiana Jones. Lorsqu'Indiana Jones et le Temple Maudit arrivent en salle en mai 1984, le public découvre un film radicalement différent du premier opus. L'ambiance est plus violente, l'atmosphère étouffante, les situations plus cruelles, et beaucoup de spectateurs sont pris de court. Certains adorent ce déferlement d'excès, les décors monumentaux, la mise en scène déchaînée, d'autres trouvent l'ensemble trop bruyant, trop sombre, presque traumatisant pour une aventure censée rester accessible aux familles. Au cœur du scandale, le classement PG qui permet aux enfants d'entrer sans restriction. La polémique éclate immédiatement. Malgré ces débats, le film est un immense succès. Il récolte plus de 150 millions de dollars aux États-Unis, devenant l'un des plus gros scores de l'année et dépasse les 333 millions à l'international. Pour l'époque, c'est colossal, juste en dessous du premier volet. La critique, elle, se partage. Une partie salue l'ambition visuelle, le rythme infernal et un Harrison Ford impeccable dans le rôle de l'aventurier usé mais déterminé. L'autre accuse le film d'être trop violent, trop hystérique, caricatural dans sa représentation de l'Inde et reproche à Willie Scott d'être trop criarde, trop effacé à côté de Marion. La scène du repas au palais devient même un symbole de la controverse, vivement critiquée par des associations et par la presse. Et la dureté globale du récit, sacrifice humain, enfant esclave, hypnose, choque autant qu'elle fascine. Pourtant, ce volet va littéralement bouleverser l'histoire du cinéma. C'est lui qui provoque la création du fameux PG-13, ce nouveau classement intermédiaire qui dominera Hollywood pendant des décennies, de Jurassic Park à Avengers. Avec le recul, Spielberg comprend les critiques. Il décrit le film comme une œuvre extrême, marquée par une période personnelle difficile et poussée plus loin qu'il ne l'avait imaginé. Il a même déclaré que c'était son épisode le moins préféré de la trilogie originale, tout en ajoutant avec un sourire « C'est sur ce film que j'ai rencontré Kate Capshaw, alors je ne regrette rien. » Coquin. Finalement, Le Temple Maudit reste un véritable ovni dans la saga. Un film né dans la précipitation, nourri d'idées réutilisées, réinventées et parfois improvisées. Un tournage marqué par la chaleur écrasante, les phobies, les blessures, les insectes omniprésents et des acrobaties techniques parmi les plus folles des années 80. Une œuvre encore divisive aujourd'hui, mais qui a laissé une empreinte immense.
La naissance du PG-13, comme je l'ai dit, des décors démesurés, des séquences d'action impossibles et une ambition visuelle que peu de blockbusters atteignaient alors. Malgré ses excès et les multiples controverses qu'il a suscitées, ce deuxième volet ose ce qu'Hollywood évite aujourd'hui. Une suite qui ne cherche jamais à copier le premier, qui refuse la sécurité, qui veut aller plus loin, plus vite, plus fort, quitte à secouer son public. Et pour Spielberg, Temple Maudit restera à jamais bien plus qu'un tournage chaotique, c'est celui qui lui a fait rencontrer Kate Capshaw, et rien que pour cela, cette aventure tumultueuse lui aura changé la vie. Un film excessif, fiévreux, mouvementé, mais qui incarne encore aujourd'hui la folie et l'audace du véritable cinéma d'aventure, celui qui surprend, émerveille et ose tout. Ke Quan n'était même pas venu pour auditionner à la base, il accompagnait simplement son frère qui tentait sa chance pour le rôle. Pendant l'attente, il se mettait à donner des conseils et à corriger son frère sur la manière de jouer certaines scènes. Le directeur de casting, intrigué par son naturel et son énergie, lui demande de passer un essai. Ce qui est encore plus fou, c'est que le jeune homme ne savait même pas qui était Steven Spielberg ou Harrison Ford. Cette spontanéité a immédiatement séduit l'équipe et c'est comme ça qu'il est devenu 2001. Dès la première scène du film, les fans les plus attentifs repèrent un hommage évident à George Lucas. Le nightclub où se déroule le numéro musical s'appelle Club Obi-Wan, un clin d'œil direct à Star Wars. C'est subtil, rapide, mais ça installe tout de suite le ton ludique et bourré de références dont raffole Lucas. L'acteur sri-lankais qui incarne le chaman du village ne comprenait absolument pas l'anglais. Pour tourner les scènes, le réalisateur se plaçait hors champ et prononçait chaque phrase que l'acteur répétait ensuite en mimant la même intonation. Les pauses longues et profondes qu'on entend dans la scène ne sont pas un choix artistique, elles sont simplement dues au temps qu'il fallait pour attendre la phrase suivante. Ironiquement, cela donne au personnage un ton mystique et très respecté. Quand Ke Quan a passé son audition, Spielberg a été frappé par son naturel, son humour et son timing comique. Contrairement à la plupart des enfants, qui venaient pour jouer un rôle, lui se contentait d'être lui-même. Spielberg dira plus tard que c'était l'un des castings les plus simples de sa carrière. Il a su en quelques minutes que le duo Harrison Ford-Ke Quan fonctionnait parfaitement. Les scènes d'insectes étaient si extrêmes que les techniciens racontaient rentrer chez eux avec des bestioles coincées dans les cheveux, dans les chaussettes ou dans leurs poches. On en retrouvait même dans les voitures, le matériel électrique et les sacs de l'équipe. Les animaux utilisés pour le tournage se faufilaient partout au point que certains membres de l'équipe faisaient un check complet en fin de journée pour éviter d'en ramener à l'hôtel. Le metteur en scène l'a avoué plus tard, le tournage était tellement sombre qu'il a passé plusieurs jours en salle de montage à essayer de rendre certaines scènes moins traumatisantes. Et pourtant, le résultat est encore bien intense. Et voilà, c'est tout pour Indiana Jones 2. J'espère que vous avez passé un bon moment et on se retrouve très vite pour de nouvelles rétrospectives. En attendant, n'oubliez pas de commenter, liker et de vous abonner.